Qu'est-ce que l'analyse économique du droit? L'expression est peu connue. Il s'agit simplement de l'appréhension des phénomènes juridiques grâce aux outils de l'analyse économique. Mais en quoi l'économie peut-elle aider à comprendre le droit? Il est vrai que le concept a de quoi surprendre le grand public, mais également les universitaires. Les juristes trouvent la matière trop économique, les économistes la trouvent trop juridique. C'est là peut-être tout son problème, à savoir sa transdisciplinarité. Du côté des juristes, en effet, la tradition a simplement consisté à remarquer un certain nombre d'interactions ponctuelles entre le droit et l'économie. Les économistes ont, quant à eux, presque toujours borné leurs recherches au monde marchand et à l'étude de la création des richesses. Par le passé, donc, droit et économie étaient conçus comme deux domaines fondamentalement autonomes, pour ne pas dire indépendants, en témoigne notamment l'enseignement universitaire. Cette vision fortement compartimentée est cependant à nuancer. Historiquement, en effet, les économistes classiques ont toujours été des moralistes et n'ont, à ce titre, jamais eu la prétention de se couper définitivement des autres sciences humaines, ni de la question sociale, politique et donc juridique. N'étaient-ils pas les premiers à nommer leur champ d'étude l'économie politique? Que font Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo ou encore Frédéric Bastiat, si ce n'est de l'analyse économique du droit fiscal dans leurs œuvres respectives, lorsqu'ils y dénoncent les effets pervers de l'impôt? Même saint Thomas d'Aquin, dans sa fameuse Somme théologique, semble procéder à pareil raisonnement en s'interrogeant sur l'impact des règles juridiques et ou morales sur l'économique. Étudier séparément le droit de l'économie est donc une pratique relativement récente. Or, pour Sento Veljanovski, la connexion entre le droit et l'économie semble naître dès l'origine de l'économie elle-même, si bien que droit et économie sont peut-être génétiquement liés. Ce lien de parenté s'illustre alors dans l'objet même des deux matières. Si l'économie consiste à résoudre la question de l'allocation des ressources, par définition rare, le droit tend à prévenir et résoudre les conflits naissants entre individus en raison de cette même rareté. En d'autres termes, droit et économie seraient par nature consubstantiels, en ce sens que l'un ne peut exister sans l'autre. Si la gestion des ressources rares ne peut se faire sans le droit, alors la plus vieille interrogation économique, à savoir celle de la richesse des nations, possède une réponse juridique. Adam Smith a titré son plus célèbre ouvrage « Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Thomas Malthus affirmait dans sa correspondance avec David Ricardo que les causes de la richesse et de la pauvreté des nations étaient le grand sujet de toutes les recherches en économie politique. Pourtant, cette question ne demeure pas moins résolue aujourd'hui en faveur du droit. En effet, depuis plus de 2 siècles, de Montesquieu à Max Weber, en passant par Karl Marx, bien des hypothèses ont été avancées. Le climat, la capacité capitaliste à accumuler le capital, ou encore la religion, toutes ont été considérées comme des facteurs de croissance économique. Mais ces théories ne sont jamais vérifiées en pratique. Le processus du développement économique serait alors avant tout et surtout consubstantiel aux institutions, ou tout du moins d'une institution, laquelle englobe et conditionne toutes les autres, le droit. À bien regarder l'histoire du développement économique, en effet, il apparaît bien que le rôle des institutions et du droit soit fondamental. Durant tout le XVIIe siècle, les Provinces-Unies et l'Angleterre se différencient drastiquement des autres nations en matière de commerce. Leurs puissantes marines marchandes sont certes instituées pour assurer des rentrées de métaux précieux dans les caisses de la nation, mais constituent avant tout et surtout un échange, une prestation de services ayant enrichi les marchands qui ne tarderont pas à devenir les industriels du lendemain. Et c'est cette vertu bourgeoise, chère au professeur Dirk McCloskey, soit la reconnaissance sociale de s'enrichir individuellement au profit de tous, qui est à l'origine de l'ère capitaliste au sens premier du terme. Car c'est bien l'accumulation du capital, fortement accrue par le mécanisme du prêt à intérêt, qui est à l'origine de l'investissement et de l'innovation, à leur tour reconnu comme facteur de prospérité. Or, le fondement de l'accumulation du capital n'est-il pas la propriété privée? Le fondement de l'échange, du service rendu par les marines marchandes anglaises et hollandaises, n'est-il pas la liberté, juridiquement traduite par la liberté d'entreprendre? Autrement dit, que ce soit la propriété, le contrat, la sécurité, la sûreté, la responsabilité, la liberté, tous s'avèrent être des institutions certes indispensables au développement économique, mais avant tout et surtout des institutions traduites par le droit.
D'où l'importance de l'analyse économique du droit. Non seulement l'économie ne peut exister sans le droit, mais la qualité de la règle de droit fait la qualité de l'économie.